Population de cette session avec la série de questions-réponses. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt les multiples questions. Au regard du temps imparti, il nous reste environ une trentaine, 25 à 30 minutes. Nous ne serons pas en mesure de répondre à toutes les questions, mais nous allons faire au mieux. Il y a certaines questions qui ne sont pas adressées en particulier à certains intervenants. Donc, nous leur laisserons la latitude de choisir s'ils peuvent y répondre. Et donc, pour ce faire, je vais commencer en vous remerciant pour votre intérêt. Je vais commencer par une question qui est adressée à Monsieur Bitocho concernant Ecobénin. Donc, la question, c'est Ecobénin a joué un rôle ou a-t-il joué un rôle dans l'élaboration de la charte RSE Bénin? Yacoub, vous avez la parole pour Oui, répondre. c'est pas. Oh, merci, Madame Carole. Donc, merci aux différents participants. Il faut dire, École Bénin était membre du groupe de réflexion de la mise en œuvre de la charte RSE au niveau du Bénin. Donc, il y avait plusieurs euh, associations telles que RSE Bénin et Éco Bénin pour participer à l'adoption d'une charte RSE et à sa mise en œuvre. Donc, je répète ici également que EcoBénin a réellement participé à sa mise en œuvre et au process de l'adoption de la charte RSE. Mais le lead était pris par Handicap International qui a joué le rôle et l'impulsion financière. Et de l'autre côté, il y avait le Conseil national du patronat qui a joué également un rôle en tant que le creuset avec lequel que toutes les entreprises du secteur privé et des organisations de la société civile ont parti. Donc, c'était qu'à jouer un peu l'intermédiaire entre les entreprises du secteur privé et les OSC afin qu'il y ait ce creuset-là pour qu'on ait au moins un process, pardon, pour qu'on ait au moins une charte et qui n'est pas encore définitivement validée parce que le ministère et de la coordination de l'action gouvernementale, c'est toujours à leur niveau. Et on est actuellement en réflexion au niveau de la feuille de route de RSE pour voir dans quelle mesure d'autres parties prenantes seront associées à, à ce process-là pour qu'il y ait réellement une bonne charte RSE qui pourrait prendre en compte les différentes aspirations et attentes des parties prenantes au niveau du Bénin. Voici brièvement ce que je peux ajouter. Je vais laisser peut-être si Maman Sika avait complété, on va le faire Oui, en tant que conséquent. merci. Merci beaucoup. Avant que Monsieur Mamasika ne complète, justement, il y a une question qui lui est adressée. Donc, à l'issue de cette question ou avant la question, il pourra compléter votre propos. Monsieur Sika, il y a Monsieur Samuel Yumbi qui est en France qui vous demande quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de l'élaboration de la charte RSE Bénin. D'accord. Merci beaucoup, Madame Carole. C'est vrai que nous avons démarré le processus avec Handicap International, qui est une ONG qui est installée au Bénin et peut-être dans certains pays aussi de l'Afrique. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que l'ONG avait fini son travail, c'était l'étape où on était avec Yacoub. Mais derrière, il y a eu les étapes qui ont suivi, principalement l'étape de la formation des évaluateurs et les audits dont j'ai fait cas ici, les 10 audits-là. Cette étape-là a été financée entièrement par l'ONG Ecobénin. Donc, nous avons fait ce travail parce qu'il n'était pas, comment on appelle, il n'était pas intéressant de développer une charte sans l'implémenter, sans voir sur le terrain et quels sont les points d'adaptation. Est-ce que c'est aussi facile
au niveau des entreprises béninoises que nous avons. Parce qu'il y avait certes des représentants au cours des ateliers, mais vous savez que les ateliers, ce n'est pas toujours la réalité sur le terrain. Donc, l'ONG Eco-Bénin avait financé cette étape-là et ça nous a permis d'aller en milieu réel. Ça, c'est la première chose que je voulais compléter par rapport à ce que mon frère Yacoub a dit. Et la deuxième chose, aujourd'hui, la charte est validée. La charte, le gouvernement a posé déjà ses signatures sur la charte. Je ne sais pas si Yacoub, c'est vrai qu'il est à Paris. Je ne sais pas si il a vu. Le document existe. Hein? Le document existe aujourd'hui. J'ai vu, j'ai vu même Maryse du CNP, qui est un point focal de cette question-là en ligne, mais elle pourra peut-être me compléter sur la question. Moi, j'ai vu le document signé des ministres et de quelques entreprises. Donc, ça, c'est déjà une charte qui est validée. Maintenant, on peut avoir, comme il a bien dit, on peut avoir une deuxième version. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas eu une première version de la charte. Bon, maintenant, en ce qui concerne les difficultés, ça, c'est vrai que les entreprises, comme je vous avais dit, certaines ne savaient même pas qu'elles faisaient de la RSE. D'autres trouvaient que la RSE, c'était des questions où il fallait déjà autosuffisant ou pas autosuffisant. Il fallait déjà que ça donne l'impression que c'est un référentiel pour des grandes entreprises. Vous avez constaté dans la liste que nous avons choisie, on a pris de toutes les tailles. Ce n'est pas parce que vous êtes une petite PME installée dans un village avec 3 ou 4 personnes que l'impact que vous avez sur l'environnement est quelque chose qui ne soit pas dégradant. Donc, nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire pour les amener. Et déjà, la plupart du temps, par exemple, les entreprises qui font des carrières, c'est des petites PME, 4, 5, 6 personnes. Elles sont capables d'aller dans une localité, de prendre toute la surface arable et de la déporter ailleurs. Donc, ces questions-là ont été difficiles de compréhension au niveau de ces entreprises. Donc, un certain nombre de critères, comment enregistrer, ça a été des obstacles que nous avons eus, mais l'essentiel, et je pense que c'est des webinaires comme ceux-là, et c'est bon de les multiplier, de les enregistrer, c'est une bonne chose, de les partager pour que les gens soient vraiment sensibilisés aux questions. Il y avait même au cours de l'atelier plusieurs PME qui étaient arrivées, qui ne se retrouvaient pas du tout dans les différents critères qu'on a commencé par énumérer. On leur a dit non, vous avez votre place. C'est vrai que vous êtes des petites PME, mais vous ne pouvez pas faire des activités pour détruire notre environnement, vous ne pouvez pas faire des activités pour mettre en danger, même déjà les employés. Parce que certains n'ont pas une sécurité sociale pour les employés. Donc, si vous arrivez à gérer ces questions-là, et que vous avez au moins contribué au développement durable les objectifs que nous avons cités et que nous connaissons bien et les traités que chaque pays a ratifiés au niveau international. Merci. Je ne sais pas si j'ai satisfait. Merci infiniment. Nous notons la belle avancée du Bénin en matière de RSE, puisque la charte a été validée. Et aussi, j'espère que la réponse de M. Mamasika répond aux préoccupations. C'est vrai que très souvent, ce qui est mis en avant, ce sont les difficultés et moins souvent les exemples de petites entreprises et d'entreprises de tailles différentes et de différents secteurs qui ont été présentés aujourd'hui, aussi bien par Viviane que M. Mamasika. Donc, je vais maintenant m'adresser à Viviane. Il y a 2 questions. Une question qui nous vient donc de M. Kondoul Adama du Sénégal, qui nous demande comment utiliser efficacement la RSE. Et la question juste après, c'est
Le modèle de diagnostic est-il généralisable à toutes les entreprises? C'est une question de Monsieur Samuel Yombi de France. Donc, Viviane, tu as la Oui, parole pour apporter des éléments de réponse. alors, je vais commencer par la deuxième. C'est bien de savoir si le modèle est généralisable, le modèle de diagnostic. Oui, en fait, dans tous les cas, la responsabilité sociétale, elle va être transversale. Donc, déjà, elle s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et comme l'a montré M. Mamasika, on peut avoir des résultats, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, le modèle, il est bien généralisable. Il s'agira juste d'adapter les questions, en fait, les questions au type de partie prenante qu'on aura en face de nous. C'est à ce niveau-là que pourrait avoir une petite subtilité, mais en fait, il est vraiment généralisable, il est adaptable. Parce que dans tous les cas, le référentiel lui-même, il est déjà général, de la norme ISO 26000, pour ne parler que de la norme qui oriente en fait sur le type de questions qu'on peut se poser, sur comment est-ce qu'on peut mener l'interview en tant que tel. Voilà, je sais pas, j'espère avoir répondu. Et la première question, Carole, est-ce que tu peux me la Oui, rappeler? c'était comment utiliser efficacement la RSE? Alors, comment utiliser efficacement la RSE? Au sein de l'organisation, il faudrait déjà que les motivations y soient. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête, j'ai envie de dire, des dirigeants de l'organisation, il faudrait déjà qu'il y ait, j'ai envie de dire, le mindset prédisposé à implémenter une démarche de responsabilité sociétale. Parce que ce n'est qu'à partir de là qu'il sera possible de transférer, on va dire, la vision au niveau de toutes les autres directions opérationnelles. Donc, pour avoir une RSE efficace, il faut déjà avoir la motivation d'en faire, pour en faire et pour bien la faire, mais aussi être capable de communiquer au maximum, de sensibiliser, de former au maximum toutes les parties prenantes, déjà les parties prenantes internes, et ensuite trouver les éléments pour transférer également cette vision au niveau des parties prenantes externes. Ça peut passer par des journées portes ouvertes, par exemple. Venez voir ce qu'on fait et pourquoi on s'engage dans des démarches de responsabilité sociétale. Ça peut être aussi à travers des invitations pour des forums au cours desquels on va participer, où on aura des présentations à faire, pour voir déjà ce que nous on fait en tant que partie prenante de votre structure ou en tant que partenaire, mais aussi pour voir ce que les autres font pour que vous puissiez comprendre quels sont les enjeux. Donc, la RSE, elle sera efficace si on a la motivation de la faire et si on sait comment transmettre sa vision à travers des éléments comme des newsletters, des supports de communication dans le numérique, évidemment, pour éviter d'avoir trop de papier, mais aussi en communiquant au maximum, vraiment. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question, je pense que Yacoub pourra y répondre. C'est une question sur les parties prenantes. C'est une question de Camoun qui demande que faire si les intérêts de certaines parties prenantes présentent des conflits et que la satisfaction de certaines parties prenantes ne peut se faire qu'aux dépens des autres. Yacoub, ton micro, s'il te plaît, pour Ah, répondre, d'accord. apporter quelques éclairages. Et la question des Des intérêts ou conflits, des... voilà, des Pardon, voilà, la conflits et question du conflit. conflits et aussi intérêts des parties prenantes. Voilà, exactement. La question de l'intérêt des conflits des parties prenantes suppose que, au préalable, que cette question-là peut être résolue. Et d'abord, au niveau de la charte de l'UA, peut-être les gens, la communauté locale n'a pas connaissance un peu de cette information-là. Au niveau de la charte de l'UA, il y a l'Union africaine a adopté une charte qui, on appelle ça la charte panafricaine pour les questions d'investissement. Donc, depuis 2016, cette charte-là recommande que pour tout investissement local, toute entreprise doit participer à l'intérêt et au développement de ses
parties prenantes-là. Donc, en partant de ce principe-là, de cette base légale-là, donc, il y a déjà une obligation aux entreprises de s'investir sur le plan du développement durable. Donc, on se rend compte que dans la pratique, mais dans les faits, la population d'abord n'est pas informée, mais de mieux, même l'entreprise elle-même n'est pas informée. Donc, du moment où il y a une opposition, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller vers les outils de dialogue. Il faut forcément aller vers les outils de dialogue. Ça, il n'y a pas autre outil qu'on peut imposer pour dire, certes, il y a une base légale qui oblige l'Union africaine, comme l'a rappelé, même au niveau même du coût des investissements de la majorité des pays de l'Afrique. Dans le code d'investissement, il y a aussi une obligation à ce que toute entreprise puisse participer au développement local. Qui dit développement local dit la prise en compte des parties prenantes. Mais du moment où il y a conflit et il y a une crise d'intérêt, le premier outil vers lequel on peut aller, que je peux conseiller dans le cas d'espèce, c'est d'abord l'outil de dialogue, d'aller vers les parties prenantes, de faire des réunions, de faire des brainstorming et de voir dans quelle mesure cette crise-là, mais ce conflit-là pourrait être résolu. Et c'est à travers cette assise-là que je pense, je n'ai pas une recette sous la main disant que c'est ça que, comme un habit qu'il faut porter. Non, j'ai dit ça, c'est le compte vérité, mais d'abord, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est d'abord une assise. Et au cours de ces assises-là, je suppose que ces assises vont absolument déboucher sur une solution qui prendra en compte tant les intérêts des parties prenantes et des entreprises. Merci. Merci beaucoup. Il y aura une dernière question pour Monsieur Mamasika, qui est quelle méthode utiliser, c'est une question de Ulrich Gema du Gabon, c'est quelle méthode utiliser pour inciter les entreprises agro-industrielles qui peuvent déployer leurs activités à une échelle importante et les conditionner à une démarche RSE. En bref, comment inciter les entreprises agro-industrielles à s'engager vers une démarche RSE? Oui, merci, Madame Carole, et merci à cette... C'est Ulrich du Gabon. À Ulrich du Gabon. Alors, les entreprises au niveau agroalimentaire utilisent beaucoup les ressources naturelles. Ça va être, par exemple, si c'est une entreprise qui produit des jus, donc ça va être une grosse pression sur les ressources naturelles produites. Il y a des plantes pérennes et, par exemple, nous avons eu dans le passé des questions par rapport aux questions d'emblavure des terres, donc intensification, les questions d'usage des engrais. Donc, au fait, on démarre par une sensibilisation, montrer les impacts de toute, c'est-à-dire cette catégorie d'entreprises-là, leur impact sur l'environnement et sur le moyen et long terme, même court terme aussi. Donc, on montre les impacts et sur la base des impacts, c'est là où on attire l'attention, on met le coup de projecteur sur ce que l'entreprise-là peut être même amenée à disparaître parce que d'ici 30 ans, elle n'aura plus de produits. Donc, c'est par là que nous avons démarré et tout de suite, celles qui sont engagées et nous sollicitent pour déjà, la première chose, c'est de faire son diagnostic. Et une fois qu'on a le diagnostic, on a derrière un plan d'action et on se lance dans la démarche. D'accord, très bien. Merci. Permettez-moi de vous garder, Monsieur Mamasika, avant de nous quitter, parce que nous arrivons presque au terme de notre webinaire. Je vais vous demander, et je demanderai aux autres intervenants, afin de conclure, un conseil à l'attention des chefs d'entreprise concernant l'engagement dans une démarche RSE.
quel serait votre conseil, Monsieur Mamasika? Et ensuite, je passerai la parole à Viviane et à Yakou pour répondre aussi à cette question qui, je pense, est une question cruciale pour les chefs d'entreprise. Oui, le conseil que j'ai l'habitude de donner dans les cas d'espèce, c'est qu'il faut les principes de la RSE, les 7 principes nous donnent, il y a les questions de redevabilité, de transparence, etc. Parmi les principes, on retrouve quand même un qui n'est pas négligeable, qui permet de valoriser le travail qui est fait au niveau de l'entreprise. Donc, c'est de dire aux chefs d'entreprise que ces chefs d'entreprise peuvent mieux valoriser le travail qui est fait. Il y a des travaux qui sont faits qui ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur. Donc, la RSE, c'est quelque chose de faisable. La RSE, c'est tout ce que nous pouvons faire pour continuer à vivre, à avoir, moi je parle d'entreprise responsable. Parce que la responsabilité d'une entreprise, dedans, il y a beaucoup d'aspects économiques. Et les chefs d'entreprise, souvent, n'aiment pas écouter ces choses-là si vous n'associez pas la question économique. Donc, c'est de leur démontrer qu'on peut faire de la RSE et augmenter des marges. Donc, toute la partie gouvernance, toute la partie rentabilité, optimisation des processus sont des aspects essentiels et on peut avoir de meilleurs résultats en mettant en place une RSE. Parce que ce que les gens ne savent pas, la RSE n'est rien d'autre que la somme d'un certain nombre de référentiels et au finish, vous avez les profits derrière. Très bien. Donc, on note valorisation, capitalisation, optimisation et rentabilité comme conseil de M. Mamasika. Docteur Tchitchele, quel conseil, lorsque vous intervenez au Congo ou ailleurs, en France et ailleurs, quel conseil vous donnez aux chefs d'entreprise? Alors, le conseil que je donne principalement, c'est déjà de ne pas hésiter à se lancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de ma présentation, ne pas hésiter et ne pas être freiné par tout ce qui existe en fait comme information sur la responsabilité sociétale. Parce que, comme l'a dit M. Mamasika, il est possible de créer de la valeur en mettant en œuvre une bonne démarche de responsabilité sociétale. Mais pour ça, il faut commencer déjà par se lancer. Et lorsqu'on hésite à se lancer, ne pas hésiter à se former aussi, commencer par la formation simplement et s'informer en allant, en participant à des événements dédiés à la promotion de la responsabilité sociétale. Donc, s'informer, se former, se lancer. Voilà, parfait. Parfait, vous avez très bien résumé. Et enfin, Monsieur Bitocho, Oui. quel conseil lorsque vous intervenez au Bénin ou ailleurs? Et la première des choses que je peux dire aux managers, c'est d'abord, comme les autres prédécesseurs l'ont dit, c'est de ne pas être hésitant. Et la deuxième des choses que je peux ajouter, c'est de leur dire également qu'ils font de la RSE autrement sans s'en rendre compte. Parce qu'ils parlent de RSE, pas de la conformité au cadre légal. Alors, conformité au cadre légal, ils savent que dans cette conformité réglementaire-là, il y a ce qui est contraignant, il y a ce qui est non contraignant. Donc, ils sachent d'abord, qu'ils ne perdent pas de vue, du moins, que la question de la RSE, c'est d'abord une question de conformité au cadre légal là. Et cette question de conformité au cadre légal là implique un certain nombre d'actions sur le terrain et au sein même de l'entreprise. Et c'est à cela qu'ils doivent savoir maintenant comment, eux, à leur niveau, comment ils peuvent répondre à cette implémentation-là au sein de leur entreprise ou au sein de leur écosystème. Donc, qu'ils retiennent d'abord qu'ils font d'abord de la RSE et que réellement, ils peuvent s'engager à moins de coûts parce que c'est pas absolument une question d'argent, mais au contraire, ça permettra de sécuriser l'entreprise, de rendre l'entreprise plus viable auprès des partenaires et de positionner leur organisation auprès des structures qui sont beaucoup regardantes sur les questions de conformité
au cadre légal et au cadre international. Parce que pas de la RSE maintenant, pas d'opérationnaliser les questions de développement durable. Et les questions de développement durable, ce concept est déjà porté par les Nations Unies qui oblige toute entreprise, même si dans les pays africains, il y a encore un cadre légal qui les oblige, c'est d'avoir un cadre qui les motive, mais il y a certains instruments qui les obligent quand même à aller dans le sens de la redevabilité. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci. Donc, on note conformité, engagement à moindre coût et puis opportunité à l'international. Parfait. Donc, nous remercions nos 3 intervenants pour leur présentation édifiante. Excusez-moi un instant. Excusez-moi, j'ai juste un petit souci, il y a du bruit en fond. Donc, nous remercions nos 3 intervenants pour leur présentation édifiante sur une thématique qui suscite un intérêt croissant sur le continent, comme le témoigne le nombre de participants à ce cycle de webinaires. Grâce à vos présentations ainsi que les contributions enrichissantes des participants, j'ose espérer que ce cycle de webinaires a permis de répondre à vos attentes et que davantage de chefs d'entreprise vont s'engager progressivement dans une démarche de RSE. La RSE ne doit pas vous faire peur, au contraire. La RSE est un moyen puissant de transformation des modèles économiques et organisationnels des entreprises. Elle doit vous motiver. À l'attention des chefs d'entreprise qui hésitent encore à se lancer, retenez que les parties prenantes sont les acteurs qui interagissent avec l'organisation et sont au cœur de la démarche RSE. Aussi, il est primordial de faire le point avec ces parties prenantes pour connaître leurs attentes, les objectifs à mettre en place et la direction à prendre pour les atteindre. Sur ce, pour conclure, nous allons donc retenir que la RSE est un enjeu majeur dans le monde des affaires et c'est un plaisir de passer ces moments en votre compagnie et je vais repasser la parole aux organisateurs. Linde? Alors, merci beaucoup, Carole. Je reprends du coup la main. Je pensais que Int allait dérouler sur le slide. Et bah, tout d'abord, je tenais à remercier Carole pour ta modération. Merci beaucoup pour cette modération d'une main de maître. Et puis, on remercie à nouveau nos 3 intervenants, Viviane, Youssouf et également Yacoub, qui a co-organisé ce webinaire. Donc, un grand merci à vous pour cette session très riche et très dense. Comme Carole l'énonçait, on termine ce cycle. Ça a été un vrai plaisir pour nous de vous retrouver chaque jeudi de ce mois de juillet pour constituer les 4 webinaires de ce premier cycle RSE accessible à tous. Il vous reste maintenant, on a vu j'ai vu dans le chat votre envie de retrouver cette session sur YouTube. Donc, comme on l'a indiqué, on mettra l'enregistrement en ligne d'ici la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver et partager également avec votre réseau les différents webinaires de ce cycle. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'année avec le deuxième cycle. L'équipe RSE et développement préparera le prochain rendez-vous pour septembre. Donc, on revient vers vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de notre actualité. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Peut-être Non, si il y a la photo de famille. Oui, voilà. Mais est-ce que déjà complété au niveau des informations, Yacoub, sur l'actualité, peut-être, voilà. Donc, peut-être souhaiter aussi des bonnes vacances pour ceux qui en prennent pour la saison estivale, que ce soit en France ou sur le continent africain.